Dans cette seconde partie, je vais vous présenter l'aspect un peu plus théorique sur le modèle ondulatoire, et dans la partie suivante, je traiterai de la partie particulière. Donc en fait, on peut un peu traiter, suivant ce que l'on souhaite étudier, les deux modèles qui existent. Donc, le modèle ondulatoire, lui, il va reposer sur l'idée que la lumière, c'est une onde, en l'occurrence une onde électromagnétique, et par conséquent, elle a une fréquence. Cette fréquence va s'exprimer en Hertz, ou plutôt en terahertz, suivant les types d'ondes que l'on va étudier. C'est un peu comme quand on étudie l'énergie, suivant le milieu dans lequel, enfin le système que vous étudiez, vous allez soit parler de calories, soit de joules, soit de kilowattheures, suivant la pertinence de l'unité, afin de réduire les échelles de grandeur. Il y a aussi un aspect qui va être, pas uniquement temporel dans cette fréquence, avec la longueur d'onde. C'est-à-dire qu'il y a aussi une dimension spatiale qui va s'exprimer en mètres ou en nanomètres. Là où l'électricité, finalement, il n'y a pas de dimension spatiale lorsque vous observez un courant alternatif. Vous avez juste un enchaînement de polarité entre le plus et le moins du courant électrique, où vous pouvez étudier justement la fréquence ou la période. Là, vous avez non seulement un aspect temporel, puisqu'il y a un déplacement, il y a une alternance c'est pas tellement de polarité, mais pour la lumière, mais vous avez un phénomène qui est variable, qui est alterne. Mais vous avez aussi cette dimension spatiale, puisque la particule l'onde ou la particule va se déplacer, et donc la répétition de ce phénomène-là va se mesurer en nanomètres. La façon dont on utilise également cette notion de fréquence et de longueur d'onde, elle permet de catégoriser ces ondes en plusieurs familles. Alors c'est à la fois plus pratique et ça repose pas sur rien, c'est-à-dire que ça dépend un peu des propriétés qui vont être observées dans ces grandes familles qu'on a formées, c'est-à-dire la radioactivité, tout ce qui va être ondes Wi-Fi, micro-ondes, le domaine visible, vous avez aussi l'ultraviolet, l'infrarouge, etc. Et l'autre élément qui est important de comprendre, c'est que cette famille, cette catégorisation, elle est tout le temps valable, parce que la longueur d'onde et la fréquence, elle ne va pas dépendre du milieu. C'est-à-dire que lorsque vous observez la fréquence de ces ondes lumineuses électromagnétiques, eh bien, ça va pas être altéré par le fait que c'est dans l'eau, on passe pas des rayons X aux rayons gamma parce qu'on traverse l'eau, en fait. C'est pas ça qui va changer la nature des ondes. Pour autant, la longueur d'onde, elle, va être modifiée à cause du différentiel de vitesse de la lumière suivant le milieu dans lequel on se trouve. Parmi les petits éléments qu'on peut ajouter à cette catégorisation, il y a une corrélation entre la fréquence d'un type de rayonnement et l'énergie qu'il va transmettre. Et en fait, au-delà d'un seuil d'énergie, on va parler de rayons ionisants. Et c'est pour ça que lorsque vous entendez parler de rayons gamma ou rayons X, on vous dit que c'est lié à des notions il y a des cancers qui peuvent être provoqués par certains types de rayonnement, et même dans les UV lointains, on va se retrouver avec les UV qui sont nocifs quand vous allez à la plage, par exemple, et ça fait partie des éléments qui permettent de catégoriser la lumière en plusieurs familles. Dernier point qui est abordé dans ce paragraphe-là, c'est la notion de propagation du rayon, mais ça je pense que c'est ni plus ni moins que des rappels de collège. On dit c'est à l'aide d'un segment fléché, en reprenant un peu les normes qu'on a aussi en mécanique, c'est-à-dire vous utilisez une flèche qui part de l'objet avec une direction et un sens pour indiquer la propagation.